OK, alors, je vous invite maintenant à écouter une autre présentation. Je viens vous présenter Martin Lessard. Ceux qui auraient le goût d'avoir un portrait très complet de ce que Martin a réalisé jusqu'à maintenant, vous pouvez aller sur martinlessard.com. Vous allez voir là toutes sortes d'expériences, de réalisations de ce jeune homme. Martin fait partie des précurseurs du web. C'est quelqu'un qui est entré très rapidement dans la publication. Il anime un blog qui s'appelle 0 secondes. Je pourrais dire, si j'avais à choisir parmi tout ce qu'il a fait, que c'est quelqu'un qui ne vient pas vraiment du système d'éducation. C'est-à-dire que c'est un genre de personne étranger à nos cultures d'école, d'enseignants, malgré qu'il enseigne à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke. C'est quelqu'un qui est très rigoureux, a travaillé dans le domaine de la publicité, dans le domaine des affaires, mais évidemment extrêmement préoccupé par l'information, les données, la connaissance. C'est une personne extrêmement agréable à côtoyer. Vous l'entendez peut-être le samedi à l'émission La Sphère. C'est un des chroniqueurs. Il travaille avec Mathieu Dugal et toute sa bande. Donc, c'est quelqu'un, surtout, et j'imagine qu'il va en être question dans sa présentation, qui regarde par en avant. Vraiment fasciné par la technologie, et c'est par la technologie qu'il entre dans l'apprentissage. Alors, j'ai l'impression qu'il va nous parler beaucoup de prospective. C'est quelqu'un qui aime ça voir loin en avant, imaginer des possibles, truquer un peu, se projeter tellement loin que parfois on n'en vient qu'à dire, ben voyons donc Martin. Mais surtout, c'est un ami de Claire. Ça fait longtemps, je sais, qu'il avait le goût de venir s'empreindre de tout ce qui se passe ici. Alors, veuillez accueillir Martin Lessard. Merci beaucoup. Je vais vous présenter un peu ma perspective, puis pour ça, il faut juste savoir où est-ce qu'on se situe les uns les autres. Alors, je pourrais dire que votre monde et mon monde se rencontrent. Ce n'est pas nécessairement une collision, c'est plutôt un nouveau vecteur qui va s'établir devant vous, puis vous pourrez, à la limite, choisir ce qui est possible, parce que ce n'est pas encore déterminé. Ce que je vais vous montrer, c'est un possible. Ça va dépendre de plein de facteurs, mais je sens que c'est dans le champ des possibles. Certains vont penser que c'est déjà tout déterminé, puis qu'il faut qu'on fasse ceci, cela, il faut avoir des iPads absolument, ou n'importe quoi. Non, ce n'est pas ça. C'est de comprendre qu'il y a encore des possibilités et ce n'est pas terminé. Ça bouge encore et ça va bouger encore beaucoup. Vous le savez très bien, on est dans ces mutations-là depuis longtemps. Ces mutations qu'on vit de manière assez involontaire. Pour vous qui avez connu l'ancien monde avant qu'on soit connecté, la connaissance était représentée par cette image-là, la bibliothèque, là où se trouvait toute la connaissance. Aujourd'hui, pour la majorité des gens, la connaissance passe par là. En fait, même, ça se pourrait fort bien qu'aujourd'hui, personne ne sait que ça passe par les fils ou par le câble. Donc, ils vont se dire, la connaissance, maintenant, passe par là, par Google, par cette interface-là, par le petit champ. Nous, on avait avant des bibliothèques, des étages entières à parcourir. Maintenant, aujourd'hui, on va dans un simple champ et on accède à peu près à de la connaissance qui a à peu près de l'allure, en gros. Et encore, pour les jeunes aujourd'hui, c'est même plus vraiment Google, parce que pour eux, ils ne se rendent même pas compte quand ils rentrent dans leur mobile, le champ en haut de recherche, c'est Google des fois, ou Bing ou Yahoo. Ils ne s'en rendent même pas compte, mais pour eux maintenant, la connaissance, c'est ce petit champ en haut, puis ils ne savent même pas par où ça passe. Alors, quand on vient visiter ici les jeunes de Claire, mais qu'est-ce qu'ils nous disent au fond? On avait vu ça avec la vidéo de Mario hier. Bien, au fond, ils nous disent, ils sont même surpris que, ben, quoi? Il n'y avait pas de web avant. Comment on pouvait comme vivre? Un peu de la même manière que nous, on disait à nos parents, nos grands-parents, vous n'aviez pas la télévision en couleur, vous n'aviez pas l'électricité. Bien, au moins, on peut se rassurer d'une chose, c'est qu'ils vont devenir grands eux aussi, et leurs enfants vont leur poser aussi des questions. Et moi, je me suis imaginé un peu quel genre de questions que leurs enfants, les enfants des élèves de Claire, vont dire. Ils vont se faire dire par leurs enfants quelque chose comme, dit, ça servait à quoi le web? Parce que le web, à ce moment-là, va être partout, dans tous les objets possibles.
Là, les enfants de Claire, quand ils seront grands, ils vont répondre, on allait sur le web à partir d'un ordinateur, fiston. Et là, leur enfant va répondre, quoi? Tu devais vraiment taper sur un truc comme ça pour chercher? Là, évidemment, ils vont répondre rapidement parce que c'est des enfants de Claire. Là, ils vont dire, on avait aussi des écrans tactiles. Franchement, tu me niaises juste en 2D. Voyez-vous, la technologie change beaucoup. Nous, les plus vieux, les plus vieux, c'est dès qu'on a 20 ans et plus, les vieilles technologies, là, c'est ce qu'on voyait chez nos grands-parents. Là. Tu sais, ce téléphone-là, une image du passé, une image surannée du passé, c'est la vieille technologie. Les enfants de Claire, aujourd'hui, quand ils vont chez leurs grands-parents, ils voient aussi des vieilles technologies. L'ordinateur dans un coin, sur un bureau. Hein? Ces images-là, au fond, elles se ressemblent. C'est des images du passé, parce qu'elles ont été remplacées par de nouvelles technologies, qui sont celles-là, le laptop et le cellulaire. Habituez-vous tout de suite. Ce sont des images du passé que vous avez, parce que les prochaines images, ce sera celle-là. Des Oculus Rift ou n'importe quel genre de lunettes qu'on va avoir dans nos visages ou d'autres objets connectés sur nous. Donc, il ne faut pas trop s'attarder en soi sur la technologie, sur le bidule, sur le machin, parce qu'au fond, quand on parle de technologie, ce n'est pas de la technologie dont on parle, on parle des usages. Et ça, je crois que vous réfléchissez à ça, puis en particulier vous qui êtes à Claire. Alors moi, peut-être les questions que je me dis que vous vous posez sûrement, c'est comme, qu'est-ce qu'apporte la technologie en éducation? Bon, on peut penser de plusieurs angles. Ça peut réduire des coûts, effectivement. Ça peut augmenter l'efficacité. On peut aussi combattre l'obsolescence qu'on peut sentir à l'école aussi. Ou alors, c'est juste parce qu'on a un goût de nouveauté. Je pense que toutes ces raisons-là fonctionnent. Elles marchent. À vous de répondre. Et je crois qu'ici, on répondrait, c'est pour la pédagogie. On fait ça parce que c'est bon pour la pédagogie. Puis moi, pour vous contrecarrer, je vais vous répondre dans la prochaine heure. Non, c'est parce qu'elle est là. On utilise la technologie parce qu'elle est là, point, puis on va se débrouiller parce qu'il y a une collision qui s'en vient, puis qu'elle est déjà là depuis longtemps, et il y a des possibles qui se mettent en place. La technologie va résoudre certains problèmes, il va en ajouter d'autres. Comme dans le passé, la technologie a résolu des problèmes du genre le transport, le train, la voiture, ont résolu le problème des populations éloignées. Mais en même temps, a permis à ces mêmes populations une plus grande mobilité, une plus grande dispersion de se déplacer. Et là, on a un autre problème. Puis, je pourrais même dire, alors du coup, dans ce sens-là, la technologie est déjà dans nos écoles et on en subit encore des conséquences. Au fond, la technologie du siècle passé, celle qui a permis à tout le monde de pouvoir se déplacer, on a pris pour acquis que quand on change d'une école à l'autre, il faut qu'on ait le même cours, que ce soit à peu près au même moment. Puis, peut-être qu'il y a du monde qui réfléchisse pour dire comment on peut s'assurer même que les cours soient à peu près pareils d'une semaine à l'autre pour être sûr que si un étudiant quitte, mettons, Edmundston, il va à Moncton, il va pouvoir suivre à peu près le même cours. Mais c'est une conséquence directe de la technologie. Puis qu'au fond, peut-être, ça sous-entendait que les écoles sont interchangeables. Donc, la première révolution technologique aurait permis cette centralisation. Mais là, tout d'un coup, on a une nouvelle révolution technologique qui permet la décentralisation, d'où peut-être des conflits. Moi, je vais essayer de m'intéresser aux prochains impacts. À qu'est-ce que je peux voir, qu'est-ce que je perçois de la technologie, qu'est-ce que ça peut vraiment faire. Moi, je vois 3 verbes qui peuvent, à mon avis, bien résumer, parce que je vais essayer de ne pas parler de techno en parlant de tablettes ou même de pédagogie, ça c'est plus votre domaine. Je vais plutôt dire que la technologie, en fait, elle marche, elle est appréciée parce qu'elle amplifie, elle augmente, elle va déplier notre réalité. Je vais essayer d'expliquer ces 3 mots-là qui vont revenir au long de la prochaine heure. Quand je parle d'amplifier, je parle d'amplifier au fond qui on est, nos défauts comme nos qualités. La technologie va amplifier le bruit. On va pouvoir aller sur les réseaux et voir des choses qu'on voyait avant qu'une ou 2 fois, qu'on va voir en multiplicité. Donc, ça va amplifier le bruit, ça va amplifier nos traces. On a la possibilité de faire des selfies, qui au fond, qui est un autoportrait, ça a toujours existé, mais là, tout d'un coup, il y a comme plus de traces. Il y a quelque chose qui apparaît qu'on ne voyait pas vraiment, cette notion de selfie, comme un comportement social. Ça amplifie aussi, donc, nos forces et nos faiblesses. Les gens passionnés vont utiliser les réseaux pour apprendre davantage, d'autres pour niaiser davantage.
la technologie va augmenter nos vies dans le sens que ça permet un potentiel d'action ou de réflexion, des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Hein? On peut donc voir des mondes virtuels, voyager dans ces mondes virtuels grâce à des lunettes ou à n'importe quelle autre technologie qui va émerger. On peut devenir des architectes d'un jour, construire des cathédrales, reconstruire l'école même ici dans Minecraft. On peut, grâce à la technologie, devenir aussi bon que toute la société de Radio-Canada et devenir un centre de diffusion radiophonique au centre de Claire. C'est ça, quelque part, l'augmentation de la technologie. Puis, j'emploie un troisième mot qui est le verbe déplier. La technologie, je trouve surtout la plus récente, la numérique, elle déplie le monde. Déplier le monde, ça veut dire que ça existait avant, mais en le dépliant, on voit des choses que la technologie nous permet de voir en temps réel. Par exemple, donner un peu le potentiel de la science, qui déjà permet de pouvoir l'infiniment petit. IBM, en 2013, a fait un petit film avec une trentaine d'atomes. Tous les petits points que vous voyez, c'est des atomes. Et on peut faire un stop motion d'un petit garçon et son ballon, puis il jouait avec, ça durait à peu près 45 secondes. C'est le film le plus petit au monde. Et en même temps qu'on peut voir ça dans l'infiniment petit, on peut voir l'infiniment grand et voir le début de l'univers jusqu'à moins 300 000 ans. En même temps, on peut aller dans l'ultra rapide, l'ultra fast high frequency trading. C'est comme, à mon avis, même une menace, peut-être même pour notre économie. Mais c'est des programmes qui vendent et qui achètent dans la microseconde et qui se font un cash fou incroyable. Ceux qui ont le contrôle, ceux qui arrivent à déplier le monde, voient des choses que nous, on ne voit pas nécessairement. Et là, du coup, ils peuvent avoir un avantage sur nous, ceux qui n'avons pas la technologie. Alors, la technologie amplifie, augmente et déplie notre réalité. Donc, en fait, ces trois verbes-là veulent dire que la technologie change notre réalité. Et le premier impact que vous avez sûrement senti, c'est la surabondance. Surabondance d'objets, de produits, mais surabondance aussi d'informations. Et par rapport à ça, j'ai 5 constats qui vont me mener un peu à vous, professeur. La surabondance de l'information fait maintenant partie de la condition humaine. On va l'accepter. Vous le savez très bien ce soir, les 100 courriels que vous devez rattraper, vous savez ce que c'est, la surabondance d'informations. Puis même si vous voulez faire de la recherche sur Internet, vous savez aussi qu'il y a plein d'informations. Mais heureusement, depuis une quinzaine d'années, on a Google, et c'est mon deuxième constat, c'est que grâce à Google ou n'importe quel outil de ce genre-là, l'accès au contenu est devenu une commodité. Essayez d'imaginer quand vous deviez aller à la bibliothèque avant, vous devez chercher votre petite cote Dewey, vous promener avec votre petit numéro, aller dans l'allée en question, et là, découvrir que le livre que vous cherchiez n'était pas là. C'est ce qui m'arrivait souvent. Mais ce que je remarquais, c'est qu'il y avait d'autres livres à côté super intéressants, mais c'était comme lourd et lent. Aujourd'hui, en quelques secondes, on peut accéder à tout ça. Donc, si l'accès, aujourd'hui, on l'a vraiment oublié, hein, que l'accès est devenu une commodité, il y a 15 ans, c'est encore normal de prendre du temps pour trouver du contenu. Mais si l'accès n'est plus un problème, où se trouve la nouvelle barrière? C'est mon troisième constat, c'est que la nouvelle barrière, maintenant, elle est au niveau de notre tête. Hein? Si l'accès au contenu n'est plus un problème, mais la nouvelle barrière, c'est notre capacité limitée de réception. À la limite, elle est humaine, elle n'est pas technique. On peut peut-être essayer de vous vendre des outils de filtrage, mais je n'y crois pas. Moi, je crois toujours que c'est, quelque part, on va toujours être pris avec trop d'informations. Ce qui m'amène à mon quatrième point. Le filtrage social a du coup émergé comme une stratégie de survie dans cette surabondance d'informations. Les regroupements par communauté d'intérêt, on se crée des cercles d'affinité, des groupes, des mailing lists, on partage des informations dans des sous-groupes. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à recevoir de l'information. Ça ne remplacera pas tout, mais c'est une partie de nous plus tard qu'il faut absolument qu'on maîtrise aujourd'hui. Si vous recevez encore juste des photos de chatons sur Facebook, sur Twitter, bien vous êtes mal entouré. Arrangez-vous pour mieux sculpter votre réseau. Et ça, il faut le dire aux jeunes aussi, qui ne se rendent pas nécessairement compte de ça. Moi, ce que j'ai peur par rapport à ça, c'est qu'on disait que la télévision, c'était la fenêtre qui nous ouvrait sur le monde, puis à peine 30 ans après, c'est devenu un truc pour couch potato, c'est comme une place pour abrutir les gens.
J'ai peur qu'Internet devienne ça. Donc, il faut enseigner que quelque part, ce qu'on reçoit, ça se contrôle. Et là, je remarque aussi, c'est mon 5e constat, que la valeur du contenu va changer selon celui qui va pointer vers le contenu. Dans un monde de surabondance de contenu pertinent, puis si ce n'est pas toujours le cas encore, mais ça va l'être très bientôt, dans à peu près tous les sujets, les premières pages de Google vont vous donner au moins une centaine de liens de contenu à peu près potable. Peut-être pas la réponse parfaite, mais just good enough, ça va marcher. Eh bien, pour retrouver quelque chose dans ce magma-là, même filtré par Google, bien, on va se faire aider par quelqu'un qui est un genre de filtreur pour nous, qui va nous aider à choisir. Et ce choix de l'information ne viendra pas de l'information elle-même. C'est mon réseau qui va me dire, c'est ça que tu dois savoir maintenant. Si vous voulez en savoir plus sur la technologie, mais ça se peut que je vais vous dire, moi, commencez par ce document-là ou ce site-là. Bien, vous allez commencer par ce site-là. Donc, dans ce filtrage social, en fait, c'est que, aussi par le fait qu'on a accès à toute l'information, c'est que chercher l'information, c'est pas ça qu'on veut. On veut chercher une validation. On va trouver assurément. D'ailleurs, on a un problème par rapport à tout ce qui a rapport comment ça s'appelle, les trucs des rumeurs. Les rumeurs, puis on va chercher sur le web la preuve. On a trouvé un site web qui dit, ah, si un site web le dit, ben, toute la théorie de la conspiration, ben, c'est comme, non, trouver ne veut plus rien dire. On veut des validations. Et c'est ça qu'on va vouloir chercher. Et dans ce jeu-là, valider les connaissances, c'est clair que le professeur n'est pas dépassé. Dans ce monde-là, c'est clair que savoir poser une question, je n'ai pas dit connaître la réponse, savoir poser une question devient une compétence essentielle de demain. Savoir faire des requêtes sur un ordinateur pour pouvoir retrouver la réponse. L'enjeu d'une recherche dans un monde de surabondance, ce n'est pas de trouver, hein, c'est de trouver des valideurs de connaissances, qui peut être la multitude, ça peut être ma communauté, ça peut être mon expert qui va le valider. Et ça peut être aussi un robot. Demain, le validateur pourrait être Watson de IBM. Donc, on voit bien que derrière la technologie, ce qu'on peut voir maintenant, il y a encore plein d'autres choses qui s'en viennent. Puis c'est ce que je vais essayer de passer avec vous pour vous expliquer un peu ces enjeux-là. Puis ne soyez pas surpris que quand je vais avancer lentement dans ces nouvelles technologies que je vais vous proposer, c'est qu'il faut savoir que le numérique, profondément, c'est basé sur le 0 et le 1. Donc ne soyez pas surpris qu'au bout, vous vous retrouvez à sentir que je dois embarquer ou je dois débarquer, que toutes nos réponses sont binaires. J'embarque ou j'embarque pas, j'aime pas, on est financé, on n'est pas financé, je comprends ce que vous vivez, je ne comprends pas ce que vous vivez. C'est comme ça que le numérique, contrairement, mettons, au monde analogique, quand on voit un coucher de soleil ou un lever de soleil, bien, on le voit longtemps à l'avance, puis on sait que c'est un soleil qui se lève. Mais dans le numérique, on dirait que c'est noir, blanc. Demandez à ceux qui ne sont pas venus à clair qu'est-ce qu'ils pensent de la technologie. Ils vont dire, ah, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais il faut vraiment être dedans pour tout d'un coup comprendre ce que c'est. Voyons un peu les nouveautés qui vont s'en venir. Donc, sûrement vous avez remarqué, si vous avez des jeunes à la maison, ces interfaces cinétiques. Ces interfaces qui permettent, je commence par le plus facile, la Kinect, la nouvelle Kinect de Xbox One, qui permet de pouvoir voir, réellement voir, pas juste sentir un tout petit peu, mais voir que la personne fait un effort. Ceux qui ont des adolescents et qui ont sûrement le jeu Just Dance, par exemple, où on se met à danser, vous comprenez très rapidement avec les anciennes technologies que tout ce qu'on a à faire, c'est bouger son poignet et c'est suffisant. Mais avec cette machine-là, on ne pourra plus, parce que la machine va savoir exactement que par ma position, quels sont les muscles qui vont travailler. Cette technologie-là aussi va pouvoir savoir si réellement je fais un effort, parce qu'il va pouvoir capturer le pouls de mon visage juste par la pixelisation, parce que vous savez que la définition d'une caméra est beaucoup plus puissante que notre œil. Il peut voir donc des petites variations qui, au niveau du pixel, veut dire quelque chose. Pas pour nous. Je vais vous donner un exemple. J'ai une petite image de... où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, c'est le MIT ici. Le MIT a fait un programme qui exagère pour qu'on puisse, nous, à l'œil nu, le voir, le visage d'un petit enfant où on voit la pulsation de son corps, parce que le sang, quand il passe à travers son visage, ben, ça change un tout petit peu la teinte. Le pixel de l'image, lui, le reconnaît. Et en l'amplifiant, on peut voir son battement. On peut voir tout d'un coup que ben, ça va bien.
que l'enfant il respire bien tout ça, on peut amplifier. Le programme, d'ailleurs, il est en code source libre, donc si ça vous tente d'aller l'explorer. Donc, on voit que, pour moi, là, ça, c'est un exemple de déplier la réalité. C'est quelque chose qui existait avant, la technologie nous donne accès. Et là, moi, ce que je sens, c'est qu'on sent un petit peu la course derrière ça, parce qu'évidemment, on va peut-être s'en servir pour observer les bébés, pour les parents qui sont un petit peu anxieux, mais je peux très, très bien voir quelqu'un aux ressources humaines porter des lunettes qui permettraient de voir si l'employé devant est en train de mentir ou pas. Et là, du coup, on a intérêt, nous, à porter des lunettes aussi pour savoir si aussi la personne des ressources humaines est en train de me regarder. Puis là, il y a une petite course à l'armement technologique qui va se passer. Et ça fait partie, à mon avis, de cette pente glissante dans laquelle on rentre. Dans les interfaces aussi, continuons un peu. Juste ce qui a été annoncé il y a 1 semaine, 2 semaines. Microsoft qui propose ce qu'on appelle la réalité augmentée, c'est-à-dire voir notre monde en rajoutant une couche d'information qui permet de pouvoir donc rajouter de l'information, dans leur cas à eux, des écrans, ou par exemple de pouvoir rajouter donc des couches par-dessus des objets, ce qu'eux appellent le holographic computing. C'est des mots pour des mots, là, mais c'est de dire que je peux tout d'un coup travailler le réel à partir d'informations en ligne. Et dans les exemples qu'ils donnaient pour le HoloLens, leurs lunettes qui veulent sortir l'année prochaine, j'ai bien hâte de voir. Puis si ce n'est pas l'année prochaine, ça sera dans 2-3 ans, c'est une question juste de temps. Ce genre de lunettes va pouvoir me permettre d'emprunter une compétence de quelqu'un d'autre. Je vais pouvoir mettre mes lunettes, appeler ma blonde en lui disant comment je fais pour réparer le tuyau de l'évier. Puis là, je vais pouvoir, avec ma caméra, montrer, puis elle va pouvoir, elle, voir sur son iPad et dire, OK, là, elle va pouvoir encercler le tuyau en me disant, tourne dans ce sens-là. Bien, parfait, là, je vais voir des flèches devant moi et je vais pouvoir tourner et réparer le tuyau grâce à ma blonde qui se trouve à l'extérieur, très loin. Oui, c'est elle qui me guide de ce côté-là. Mais je serais très content, effectivement, d'emprunter les compétences des autres. Donc, vous voyez, quelque part, il y a des compétences qui vont être, quelque part, qui, en général, toutes compétences qui se basent sur la proximité sont à risque. Si je peux trouver quelqu'un de compétent, effectivement, à Tombouctou et que je peux l'avoir sur ces lunettes-là, peut-être qu'il va devenir, lui, un plombier ici à Edmundston, puis les plombiers d'ici, peut-être vont perdre leur job. Donc, on voit bien quelque part ce que ça a comme impact. Autre nouveauté que vous connaissez sûrement, ce qu'on appelle l'Internet des objets ou objets connectés. Le parangon de ça, c'est le thermostat connecté. On parle aussi du frigo connecté. Ça, à mon avis, plus l'objet est gros, puis moins je trouve ça intéressant en soi. Mais c'est déjà là, effectivement. On sait, ceux qui ont des iPods ou ceux qui ont des montres connectées ou des petits bracelets, vous savez que vous pouvez connecter des objets ensemble. Dans ce cas-ci, votre iPod avec votre soulier, on peut calculer le nombre de pas. Si c'est votre bracelet ou votre nouvelle montre connectée, vous pouvez savoir votre battement de cœur et vous pouvez donc suivre. Ça, effectivement, c'est rentré. Vous allez voir monter ça encore de plus en plus. Apple devrait sortir sa montre. Apple est toujours très bon pour mousser la technologie, donc tout le monde va être au courant que ça existe. Il y a aussi des objets qui a priori, on ne pense pas qu'ils vont être connectés, mais qui sont quand même connectés, mais indirectement. Par exemple, le pont de la Tour de Londres, quand le pont-levis se lève ou se baisse, ben, il y a un tweet qui est envoyé. Bon, ici, à Claire, c'est peut-être moins important, mais si j'étais à Londres, c'est très utile. J'ai aussi des météorites qui tweetent en disant « je m'approche ». Mais en fait, c'est que vous voyez, c'est que la technologie n'a pas besoin d'être dans l'objet. Le fait qu'il passe dans un champ rempli de senseurs en fait un objet qui se met tout d'un coup à parler. Et là, je ne prends que des exemples encore futiles. Puis, quand on aura des petits objets qui vont être connectés, bien, ils vont pouvoir communiquer sans énergie. On a trouvé il y a 2 heures à peu près comment communiquer en mettant relativement proche pour l'instant des objets qui vont juste par les ondes ambiantes de la télévision, du Wi-Fi, juste le différentiel entre les deux vont pouvoir juste prendre l'énergie suffisante pour communiquer à l'autre par réflexion en lui envoyant pas beaucoup de données. On s'entend qu'ils ne vont pas s'échanger des vidéos YouTube, mais ils vont s'échanger juste un petit peu d'informations. Et là, du coup, on a un réseau qui pourrait être mis partout, des objets gros comme, dans ce cas-ci, comme une carte. Mais cet été, ils ont réussi même à rétrécir ça à quasiment une grosseur d'un grain de riz.
Donc là, vous avez ici donc, des circuits miniatures qui fonctionnent sans énergie. Et donc, on peut voir que ça peut rentrer dans des objets. On peut le mettre dans des toutous, on peut le mettre dans des balles de golf. On voit que tous les objets pourraient potentiellement être connectés. Poursuivons un peu les nouvelles avancées. Genre, au niveau maintenant du data, on parle beaucoup de prédiction. Ça, c'est quelque chose là, qui joue un petit peu avec ce qu'on appelle le big data ou l'intelligence artificielle. Le big data, c'est l'idée de pouvoir capturer des données à grande échelle. Vous connaissez sûrement l'histoire du Google Flu. Là. On peut savoir en temps réel où se trouve la grippe, pas plus ou moins en temps réel, mais même un peu plus rapidement que les autorités. C'est encore à l'essai, c'est peut-être pas fiable à 100%, mais on voit bien que le fait que les gens posent des questions sur Google, on peut en interpréter que sûrement que la grippe se développe à tel endroit. Mais le big data peut aussi, quand on mesure directement un objet, dans ce cas-ci un cellulaire, quand je me promène dans un projet qui s'appelle Far Out de Microsoft, ils peuvent statistiquement prévoir à l'avance où vous serez dans un an. Parce qu'on se pense mobile et tout, mais finalement on est foncièrement grégaire, en bas de la maison, au boulot, au supermarché. Et donc, on peut prévoir, à peu près, ils arrivaient à peu près à 95% de chances de pouvoir prédire en moyenne la position de quelqu'un dans à peu près un an. Poussons un petit peu plus loin maintenant. Dans Facebook, vous êtes aussi trahi par vos j'aime. Parce qu'au fond, encore là, on se pense unique, mais en fait, on partage un très grand pourcentage des caractéristiques communes avec beaucoup de personnes. Le choix d'un groupe Facebook peut dévoiler des caractéristiques sur nous, et ces statistiques-là qu'on voit sont assez étonnantes. Parce que là, on parle d'un robot qui ne va pas juste voir notre photo puis déduire qu'on a la peau blanche. Non, non, juste par le choix de groupe. Statistiquement, dans ce cas-ci, c'est quoi le résultat pour les... caucasiens et africains, afro-américains, à 95%. Là, je me dis, comment ça se fait que la couleur de la peau peut influencer mes choix de Facebook? Là, je commence à dire, OK, la technologie a vraiment, elle, déplié le monde avant moi, et de loin. Qui contrôle ces technologies-là? Et là, je me dis, ceux qui ont ce contrôle-là sont en train de voir des choses, un peu comme quand, avec la fusée Apollo, on a pu voir pour la première fois la Terre, qui était vraiment ronde et tout ça. C'est comme un pouvoir de voir l'ensemble sans que les autres nous voient. Ceux qui maîtrisent cette technologie-là ont déplié le monde pour voir des choses que nous, on ne voit pas. Avançons encore un peu plus loin. L'interface cerveau-machine. L'interface cerveau-machine est effectivement très intéressante pour des quadraplégiques. Et en 2013, il y a à peine 2 ans, on a réussi à brancher là, physiquement, là, on a fait un petit trou dans la tête, puis elle pouvait commander un bras mécanique pour pouvoir se débrouiller à peu près tout seul. Enfin, dans ce cas-ci, pour se nourrir, pour au moins avoir quelque chose. C'est vraiment comme, OK, le cerveau parle à une machine directement. Mais on était encore un cran plus loin, toujours dans la même année en plus, où on a réussi à faire parler 2 cerveaux de rats, un au Brésil, un aux États-Unis. Le rat au Brésil, l'encodeur, qui lui choisissait entre gauche et droite pour pouvoir avoir sa récompense de l'eau sucrée. Quand il découvrait que c'était à gauche, bien, on pouvait capturer dans son cerveau des signaux qui nous disaient, des ondes cérébrales qui disaient que c'était gauche ou droite. En capturant ça, en l'envoyant par Internet à l'autre rat, à l'autre bout des États-Unis, qui lui se faisait pousser l'information dans sa tête, parce qu'il y a moyen aussi d'envoyer des impulsions sur un cerveau, se faisait donner la réponse gauche ou droite. Intéressant, ça. Bien, on a réussi à faire ça avec les humains quelques mois plus tard. Très basique peut-être, mais c'est-à-dire que le gars à gauche devait voir un jeu vidéo où il devait tirer sur une fusée. Il avait sa main prête à toucher le bouton pour tirer sur l'avion, mais lui, il n'y avait pas de bouton. Il fallait juste penser très fort à appuyer son doigt sur un bouton imaginaire. L'impulsion est envoyée au gars de droite, qui lui avait le doigt sur le bouton, mais lui, il ne voyait rien, il n'entendait rien, et il pouvait réussir à détruire la petite fusée à l'écran. Ce genre de communication-là, je ne pense pas que ça va aller très loin, ça ne sera pas de la télépathie.
mais on pourrait commencer à dire qu'il y a une nouvelle forme de communication qui s'ouvre aussi devant nous, où on pourrait faire ce genre de télépathie technologique, où on pourrait s'envoyer des petits pings pour dire « Hey chérie, oublie pas d'aller chercher le lait. » J'espère qu'on va aller un peu plus loin que juste ça, mais qu'on pourrait peut-être se donner des rendez-vous. Mais évidemment, on voit très bien l'armée l'utiliser pour que se coordonner entre des soldats sur un champ. Eh bien, imaginez-vous qu'il y a un mois à peine, des chercheurs de l'École polytechnique de Lausanne ont enfin prouvé, parce que ça faisait 2 ans qu'ils faisaient le test sur des connecteurs, un genre d'implant cervical qui permettait à un hémiplégique de pouvoir, dans ce cas-ci c'était des tests sur des rats, de pouvoir faire remarcher ces gens. Pour certains hémiplégiques, on sait que c'est juste une question de communication dans la moelle épinière et que si on pouvait court-circuiter, et on a déjà réussi à les court-circuiter, mais le connecteur est un petit peu dangereux, ça peut venir briser la moelle épinière. Vous savez un peu, si vous prenez de l'ossobuco, vous savez un peu ce que c'est. Imaginez qu'on doit connecter ça dedans. C'est hyper délicat. Ben, ils ont trouvé le eDuo, ça s'appelle, on peut le connecter et c'est assez flexible et ça peut rester longtemps. Il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de rejet. On est en train de réussir à trouver la manière de vraiment brancher le cerveau et la moelle épinière pour sauver effectivement ces gens qui sont paralysés. Et comme dans toute technologie médicale, il va y avoir des détournements. La chirurgie plastique n'a pas été inventée pour des gens d'Hollywood pour se refaire le visage. Ça a été inventé pour les pauvres soldats de la Première Guerre mondiale qui revenaient défigurés. C'est qu'en cours de route, la chirurgie plastique, effectivement, on l'a vu, on l'a peaufiné, puis il y a du monde qui ont dit, mais est-ce que tu peux l'utiliser pour moi? En général, c'est les mieux nantis, les plus riches qui pouvaient faire ça. Puis lentement, ça s'est démocratisé. Et aujourd'hui, effectivement, la chirurgie plastique est à peu près pour tout le monde. Je peux imaginer que ce connecteur-là pourrait être détourné pour brancher autre chose qu'un cerveau à une moelle épinière, par exemple, à une interface cerveau-machine. Et ça va dépendre des plans qui s'en viennent. Les plans qui vont être trouvés par 2 grands projets de l'ordre de la recherche qu'il y a eu il y a une dizaine d'années sur le décodage de l'ADN. Ben, ça coûte de 100 millions par année. Le Human Brain Project en Europe ou le Brain Initiative aux États-Unis, où ils font des recherches pour, dans un cas, simuler un cerveau humain sur un superordinateur et dans l'autre cas, cartographier le cerveau humain. Puis vous savez que quand on possède la carte, on est proche du territoire. Bien, ça va être déposé sur des superordinateurs. Et si je ne fais que prendre que le superordinateur qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle le Tianhe-2, un superordinateur chinois. Puis d'ailleurs, attendez-vous à voir les Chinois de plus en plus apparaître dans les noms de machines ou d'innovation. Dans ce cas-ci, c'est 3,1 millions de cœurs dans ces machines-là qui vont à une cadence de 33 pétaflops. Un pétaflop, c'est des millions de milliards d'opérations à la virgule flottante. Ça ne nous dit pas grand-chose. Grosso modo, c'est 100 millions de fois plus puissant que le PC le plus puissant que vous pouvez trouver sur le marché. Ça, c'est quelque chose qui était juste comme ça il y a 2 ans. Et ça double toutes les années. Autrement dit, la technologie va pouvoir accueillir peut-être les découvertes en sciences du cerveau. Dernière grande innovation que je vais toucher, l'automatisation. Je vais parler peut-être brièvement parce qu'on l'a déjà senti en filigrane, ce dont je parlais. C'est par exemple des trucs automatiques comme la voiture sans conducteur qui sera effectivement d'un coup devenu, a priori, ce qui est la promesse des industriels, un autre endroit où on va pouvoir se détendre, hein, comme la société du loisir qu'on nous a promis, où la technologie nous a toujours permis de plus. C'est vrai qu'on se repose tellement depuis une trentaine d'années avec la technologie. On va faire pareil en voiture. Pensez maintenant la voiture sans conducteur, celle de Google, la Google Car par exemple, qui rencontre Uber, le service d'appel de conducteurs.
Imaginez que ça se rencontre les deux. Donc, on commence à s'habituer en ce moment. Uber, c'est un service où ce que je fais, c'est que j'appelle un conducteur qui est sur la route, qui lui aussi a le même logiciel, et qui, lui, n'est pas vraiment, c'est pas nécessairement un taxi. C'est quelqu'un qui dit je veux être sur service. Ça fait donc un particulier qui vient me chercher. Et c'est un service qui marche super bien un peu partout à travers le monde, à tel point que même il y a des législations qui sont en train de lutter contre ça parce que ça détruit l'industrie du taxi. Évidemment que ça détruit l'industrie du taxi. Imaginez qu'on peut avoir les deux ensemble. C'en est fini de l'industrie du taxi. L'automatisation extermine carrément des pans entiers du travail. Bitcoin, par exemple, qui semble être une monnaie c'est rigolo, on voit ça, il y en a qui ont acheté de la spéculation. Oui, il y a un peu de spéculation, mais derrière ça, il y a ce qu'on appelle le blockchain, c'est-à-dire un grand livre comptable ouvert à tous. C'est ça l'ingéniosité du Bitcoin, c'est qu'on fait des transactions, mais c'est inscrit sur un fichier qui est partagé par tout le monde à travers la planète entière. C'est le même fichier, tout le monde peut le consulter. Et par-dessus ça, on est en train de bâtir peut-être une autre manière de financer le monde. C'est-à-dire que je pourrais retirer des comptables qui, quelque part, ne font que rentrer des chiffres dans un grand livre par deux machines qui se parlent, et la confiance est juste basée sur le fait que c'est inscrit sur un fichier qui est partagé à tous. Et donc, je pourrais effectivement vendre ma maison avec quelqu'un ici en le marquant sur un blockchain, sur une chaîne du grand livre comptable de Bitcoin. Et quelque part, c'est reconnu que oui, je vous ai vendu quelque chose. Donc, l'automatisation va changer des choses. La convergence de tout ça, il y a quelqu'un qui a fait un calcul il y a 1 an, qui me semblait, c'est un professeur en Angleterre, ça me semblait assez pertinent. Je n'ai pas vérifié tout à fait sa méthodologie, mais ça donne un ordre de grandeur. Il dit que sur 20 ans, il y a des postes qui vont disparaître. Télémarketeur, bon, peut-être, on va être content en soi de ne plus se faire appeler là, pour se faire vendre un produit, mais en fait, c'est que moi, c'est de comprendre qu'un télémarketeur, a priori, ça me semble être un humain qui parle à un autre humain. Je ne verrais pas une machine faire ça. Bien, il semble qu'effectivement, avec la reconnaissance de la voix, on va pouvoir peut-être réussir à remplacer ces gens-là. En fait, on parle même de comptable aussi. Moi, je me suis toujours imaginé que l'automatisation allait toucher l'école bleue en disant mais les machines peuvent remplacer l'humain peut-être. Non, c'est l'école blanche. C'est des comptables, certains comptables, on s'entend, qui, dans une job régulière, dans un monde constant où il y a une job de répétition, col bleu, col blanc, c'est à risque. La machine est bien meilleure pour faire ça. Et là, je parle même des fois de directeur, même dans une agence de publicité, là, où a priori on pense que c'est complètement humain, mais un conseiller, par exemple, qui aurait une mémoire en disant « Je me souviens que dans tel contexte, avec tel type de produit, tel type de cible, si on fait ceci ou ceci, ça va avoir tant de pourcentage de retour. » Rien de tel qu'une bonne machine pour savoir ça. Donc, on peut voir évidemment quelque part les patrons et des employés, puis entre les deux, peut-être même tout d'un coup, un robot. Quelque chose qui va être une mémoire, qui va colliger dans un monde constant où on a besoin justement de données de ce genre-là. Et ça, pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait rendu là. Vers quoi on s'en va? On peut le voir par ce que j'appelle moi les ordinateurs exponentiels. Il y a des lois qui montrent si tout va bien, si la Terre ne s'écroule pas d'ici là, mais que la puissance des circuits double environ tous les 18 mois. La loi de Kreider dit que le stockage double à peu près tous les 12 mois. La loi de Nielsen, il dit que la bande passante double environ tous les 21 mois. Grosso modo, ça double à peu près tous les 2 ans. Je sais qu'il va y avoir une limite physique dans à peu près 10 ans, à peu près, mais ça se peut qu'on trouve d'autres choses pour dépasser les fameuses limites physiques, parce qu'on va se rendre, en répétissant, on va se rendre un peu au niveau de l'atome. Mais il faut juste comprendre que quelque part, ce qu'on a dans nos poches en ce moment, il faut juste savoir que la puissance brute de ces appareils-là, en ce moment, c'est équivalent à la puissance brute du LEM qui atterrit sur la Lune. Ce LEM-là sont dans les poches de vos étudiants. Évidemment, ils vont jouer à Angry Birds avec ça. Donc, inquiétez-vous pas, ils vont pas aller sur la Lune. Puis d'ailleurs, Angry Birds va toujours s'arranger pour aller chercher la pleine capacité de l'ordinateur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si en 2014, vos jeunes avaient un LEM dans leur poche, ben, l'année prochaine, c'est 2 LEM qu'ils vont avoir dans leur poche. Et l'année d'après, 4 LEM. Ensuite, 8. Ensuite, je n'ai même plus de place à l'écran. Donc, vous voyez que
grosso modo, on peut changer les dates si vous voulez, on peut enlever un tout petit peu, puis effectivement, la puissance va peut-être augmenter, Angry Birds va devenir de plus en plus lourd, ça se peut juste qu'on fasse la même chose dans 10 ans, mais la puissance brute permettra des choses comme notamment de pouvoir, dans notre petit grainerie électronique, pouvoir mettre plus de puissance. Et ça va alimenter les objets connectés. Il faut donc accepter tout de suite, quelque part, faire des deuils. Faire des deuils qu'on a déjà commencé à faire. Le premier deuil, on l'a déjà fait, on s'en rend même, on l'a oublié. Le premier deuil, c'était que le calcul n'est pas du ressort humain. On le sait déjà, le calcul est assisté. Évidemment, 2 plus 2, il faut savoir par cœur, mais dès qu'on va plus loin, la technologie est déjà rentrée dans l'école et ce n'est même pas un problème. On n'en fait pas tout un plat. D'ailleurs, personne ne fait de plat par rapport à ça. Mais là, les autres deuils qui s'en viennent, il va falloir qu'on s'habitue un peu. En 97, on n'a pas encore tout à fait digéré, là, mais la réflexion logique est mieux simulée par un ordinateur quand, justement, il y a 17 ans, Kasparov, le meilleur joueur d'échecs au monde, a perdu contre Deep Blue aux échecs. En soi, on peut toujours dire « c'est pas très, très grave ». Mais d'ailleurs, c'est peut-être pas très grave, mais c'est que moi, ce que je comprends, c'est qu'à peine 17 ans plus tard, on peut retrouver le cousin de Deep Blue sur Amazon, aller faire un tour, chercher Deep Fritz 14, et pour 65$, vous pouvez avoir la puissance de Deep Blue qui a battu Kasparov. Et ce que ça donnait, c'est qu'au fond, c'est que la perception, on est en train de digérer tout ça. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les films, pendant longtemps, les vieux films, le joueur d'échecs, c'était toujours celui qui était très intelligent. Si on voulait montrer quelqu'un qui était bien bright, bien bolé, c'était un joueur d'échecs. Mais dès 1997, là, c'est fini. On ne voyait plus de joueurs d'échecs. On voyait des informaticiens, des programmeurs. C'est eux, les nouvelles vedettes. Bien, troisième deuil, que je pense qu'on a à peine digéré, qui à mon avis qui est la plus difficile. Je ne sais pas ce que ça veut dire encore, mais que la puissance brute peut simuler la connaissance. Et j'insiste sur le mot simuler. Quand on l'a vu qu'à Jeopardy, le Watson d'IBM qui a affronté les meilleurs joueurs a gagné, d'une certaine manière, ça l'a voulu dire que se rappeler des faits aura moins de valeur que de savoir où les trouver. Que de formuler une requête, de poser une question sera plus important que de connaître la réponse. Je ne sais pas ce que ça veut dire encore, moi, de ça, mais c'est clair qu'effectivement, si lui a la réponse, j'ai intérêt à savoir comment lui poser une question. Bien, Watson, aujourd'hui, a essayé d'être un assistant médecin. On pensait qu'il pourrait être un médecin, mais il ne sera jamais un médecin. Je pense que le médecin, c'est celui qui fait la part des choses, un humain encore. Mais en tant qu'assistant médecin, il est capable de traiter 600 000 dossiers, de pouvoir pointer très rapidement à un docteur qu'est-ce qu'il a à faire. C'était annoncé l'année passée, il n'y a même pas 6 mois, Watson va gérer le service à la clientèle du gouvernement de Singapour pour tout ce qui a rapport aux taxes, aux impôts, main-d'œuvre, permis de travail, santé et sécurité. Moi, ce que je vois derrière ça, c'est qu'au fond, notre quatrième deuil qui s'en vient, c'est de dire que la technologie ne va pas arrêter d'évoluer. Il va falloir qu'on se dise, ce qu'on enseigne ou ce que les jeunes vont apprendre à l'école, donc du secondaire, le choix qu'ils vont faire ou à l'université, leur choix de carrière, dans 20 ans, sera peut-être à risque. Et je ne voudrais pas, à mon avis, il faudrait qu'on trouve un moyen de pouvoir avertir quelqu'un qui dit « Moi, je vais être comptable plus tard. » Parce que ce n'est pas drôle de perdre sa job à 40 ans. Et ça, c'est dans 20 ans. Donc, on se dit « On fait quoi maintenant? » Bien, je propose de faire une carte des moteurs de mutation à venir. C'est quoi les compétences de demain qui vont émerger de ces moteurs de changement? Premièrement, c'est quoi les changements dont on parle? Une technologie qui va être partout. Tout partout. C'est pour ça que je parle qu'il n'y aura plus de web, vraiment, parce que le web va vraiment être partout. On ne s'en rendra juste plus compte. Il va y avoir un réseau d'objets connectés qui va être à notre service, supposément notre service, c'est ce que j'espère. Puis il va y avoir des algorithmes intelligents. Ces 3 grands vecteurs vont générer aussi d'autres petits changements qu'on a déjà commencé à apercevoir. Et déjà, en général, vous commencez à aider vos jeunes, quelque part, à penser à ce nouvel écosystème médiatique, de maîtriser à la fois la radio, le montage vidéo, l'écriture blog. Mais il faut aussi inclure une longévité extrême qui s'en vient. La technologie va nous faire vivre plus longtemps. De savoir que je peux effectivement avoir un petit laboratoire miniature dans mes veines qui parcourt, puis ça, je ne rigole pas, ça existe déjà, ce genre de petit laboratoire qui peut détecter certaines affaires à certains endroits et qui se promène dans mes veines, pourrait communiquer avec mon cellulaire et de mon cellulaire appeler le docteur pour qu'il me fasse rentrer 3 jours avant que j'ai une crise cardiaque. Je vais être bien content qu'on m'appelle 3 jours avant.
Donc, vous voyez un petit peu que je vais avoir de la misère quelque part à débarquer du réseau, puis sachant que je vais vivre plus longtemps, on va être de plus en plus pris dans ce système technologique. Il y a aussi évidemment des nouvelles structures organisationnelles qui vont émerger de ces trois grands changements, et à travers ça, ben, vous pouvez mettre des compétences qu'il va falloir avoir pour maîtriser ces moteurs de changement-là. Moi, j'en ai donné quelques-uns, vous pouvez en mettre plusieurs. Je me suis inspiré d'un groupe qui s'appelle l'Institute for the Future. J'ai mis l'URL en dessous. Donc, on pourrait effectivement apprendre à donner sens, apprendre la transdisciplinarité, c'est ce que vous, à mon avis, vous faites déjà, l'agilité créative, la programmation, la collaboration en réseau ou l'autogestion cognitive, c'est-à-dire de bien gérer son réseau, de bien sculpter son réseau, de comprendre que ce que je reçois est important pour me nourrir. Si je n'apprends pas à comprendre ce qui me nourrit, c'est comme la nourriture, ben je vais faire de l'infobésité. Il va falloir apprendre ces trucs-là. Évidemment, la littératie aussi numérique. Comme par hasard, c'est des compétences qu'on enseigne ici à Claire, que vous vouliez sûrement enseigner, que peut-être vous avez des résistances aussi, mais vous êtes donc sûrement sur le bon chemin. Je vais terminer donc en disant qu'au fond, et vous l'avez bien compris, que ce n'est pas vraiment une question de technologie. C'est vraiment comprendre comment elle nous change, parce que ça nous rentre dedans. Qu'on le veuille ou pas, c'est dur de s'en sortir. McLuhan avait dit, nous façonnons nos outils qui ensuite nous façonnent en retour. Bienvenue dans le monde augmenté. Merci. Merci. Des questions? Non, ça ne pouvait pas être aussi limpide que ça. Là. Vous avez des questions? C'était trop de la science-fiction pour vous ou c'était du connu pour vous? Moi, ce que je remarque effectivement, c'est que ce genre de technologie-là, il en apparaît toutes les semaines et je vois les impacts. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'il y a des industriels derrière ça qui ont intérêt à ce que ça rentre. Donc, on fait le jeu, c'est une alliance objective. Quand on fait rentrer la technologie en classe, on fait leur jeu à eux. Ça ne veut pas dire qu'on adhère à leur idéologie, mais une fois qu'on fait rentrer la technologie, on fait rentrer cette notion de contrôle, parce que vous savez très bien que quand on fait un programme, au début, quand on fait un programme, tout est possible. Hein? On peut tout faire avec un programme. Mais plus on avance dans le programme, puis plus on réduit les choix et on arrive au bout à l'application. Puis l'application, ben, il ne fait que ce qui a été prévu. Rendu là, ça s'appelle du contrôle, ça s'appelle commander. Puis je me demande juste quelque part si cette notion de contrôle, effectivement, si ça rentre aussi à l'école. Je crois que l'école ancienne est basée aussi sur le contrôle. Il fallait que les enfants soient calmes et tout ça. Puis en voulant faire rentrer la technologie, des fois je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un relent de contrôle derrière ça? C'est pas méchant, mais de contrôle dans le sens que serions-nous capables de faire des cours où on maîtrise, mais pas du tout la technologie? Non, on veut toujours maîtriser au point tel qu'on va dire, tu vas prendre tel logiciel, tu vas prendre telle tablette. On fait encore une forme de contrôle aussi derrière ça. Mais des fois, je me dis, peut-être qu'il faut arriver même, le suprême, c'est de pouvoir dire, qu'importe la technologie, qu'importe les logiciels, il y a quelque chose de commun derrière ça, et je pourrais même réussir à arriver, si c'est faisable, à faire de la pédagogie, à enseigner les choses sans même que je puisse maîtriser la technologie. Ça me semble être, à mon avis, un défi suprême, mais ça va tellement vite que quand on arrête quelque chose, bien, quelque part, on va se buter à l'obsolescence technologique qui est programmée par les industriels. Ici, c'est quelque part l'écosystème industriel, ce n'est pas nécessairement un groupe en particulier, mais l'ensemble fait que le logiciel demande plus de puissance, la puissance de la machine augmente, donc du coup le logiciel augmente et on ne peut plus, vous savez très bien, ceux qui ont acheté des iPads première génération, vous savez que vous ne pouvez plus faire grand-chose avec. Des questions? Ah, il y en a ici, oui. As-tu un micro dans la Allô? salle? Okay. Oh. À ta gauche, Martin. Ah, voilà. OK, allô.
Il y a une diapositive qui m'a accroché, celle où tu avais les emplois qui pourraient être remplacés par des robots et ça allait en décroissance. Et ce qui m'a frappé dans cette diapositive-là, c'est la partie du bas. Puis je me dis, si on inversait la présentation de cette information-là à partir du bas, je trouve que ça nous envoie des messages aussi très pertinents au niveau de thérapie récréationnelle, dentistes, entraîneurs, le clergé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'un des messages que je reçois au travers de ce que tu dis là, c'est pas juste une question de robotique, mais c'est aussi une question d'humanisme au travers de tout ça. Puis, je trouve, de faire un commentaire général, ta présentation, puis je l'ai envoyé sur Twitter, ça donne raison à ce que Michel Tisser dit et qu'on a entendu du ministre hier, là, ça nous condamne à être intelligents et humains par-dessus tout. Tout à fait. J'ai l'impression que la technologie nous enlève ce qu'on pensait qui était humain, le calcul ou les échecs étaient comme quelque part le summum de ce que c'est un être intelligent. Même ceux qui ont connu à l'époque les génies en herbe, je veux dire, c'était comme quelqu'un qui gagnait au génie en herbe, c'était des questions générales, c'était un génie. Et effectivement, on dirait que les machines nous enlèvent ces trucs-là, mais qu'est-ce qui nous reste? Mais il nous reste, qu'est-ce qui est humain? C'est peut-être qu'on va se sentir moins à l'aise avec ça, mais je crois qu'on reste profondément humain. Mais partout où il y a des choses que les robots ne peuvent pas automatiser facilement, dans tout environnement stable, avec un travail de répétition, c'est ça qui est à risque. Partout où il y a de la créativité, c'est très peu à risque. Il n'y avait pas une autre personne? Ah oui, là-bas, oui. Ah, quelqu'un qui vous a... Bon, mais en tout cas, allez-y, puis il y a quelqu'un dans le fond là-bas qui... Alors, la diapo qui m'a interpellée, alors c'est celle qui traite des compétences de demain. Ouais. Et dans laquelle vous aviez ajouté là, donner du sens, transdisciplinarité, collaboration en réseau, autogestion cognitive, programmation, littératie numérique. Alors, la raison pour laquelle ça m'interpelle, c'est que je suis un petit peu inquiète. J'ai l'impression que, sauf exception, comme des écoles comme ici, à Claire, on est très, très, très en retard dans le milieu scolaire. Pour donner à nos jeunes d'aujourd'hui ces compétences-là de demain. Oui, on en parle, on a commencé, souvent on appelle ça les compétences du 21e siècle, là, telles que définies par l'UNESCO, tout ça. Mais vraiment, on dirait que l'ajout des petites roues à l'arrière, je me dis, oui, c'est vrai, c'est tous des défis. Et puis, on n'est pas encore là dans nos écoles. Puis, je n'ai pas de questions, c'est juste une inquiétude que je veux partager. Je ne sais pas, vous qui n'êtes pas du monde de l'éducation, qu'est-ce que vous en pensez? Je m'inquiéterais beaucoup. Et ce n'est pas juste un truc de l'école, c'est au niveau de l'État. C'est de comprendre que ces roues-là sont fortes, c'est vraiment fort et ça crunch des choses. Puis en sachant que derrière, il y a un nouvel écosystème médiatique. Le nouveau système médiatique, là, ça détruit aussi, ça enrichit quand on fait des blogs, mais ça détruit des journaux, hein, donc ça détruit des emplois. Je ne sais pas si c'est bien, mais ça bouge. Puis à travers ça, on a toute une éducation, en fait, dans le nouvel écosystème médiatique. Il va falloir apprendre à être civil, parce que vous savez très bien qu'on peut s'engueuler à travers Facebook, et c'est épouvantable. Donc, il y a quelque chose à trouver de ce côté-là. Mais la longévité extrême aussi va créer un problème. Si on vit 20% plus vieux, ben, je veux dire, il va falloir qu'on travaille plus, qu'on connaît de la job. Si on parle de nouvelles structures organisationnelles, qui peut-être sous-entendues, on va couper dans les postes. On va vivre plus vieux, les machines prennent notre place, puis il n'y a plus de job. Si on se reconnaît, quelque part, l'humain a besoin du travail pour être reconnu, puis on n'a pas de travail, ça veut dire quoi? Peut-être qu'il va falloir qu'on change de système complètement. Cette carte-là, elle est bonne pour tout le monde, qui sont capables de pouvoir changer, c'est de dire, ces roues-là avancent et crunchent. Et la société dans laquelle on rentre, moi non plus, ça ne me fait pas nécessairement plaisir. Certains vont réussir à s'en sortir, mais collectivement, on peut prévoir des choses. Ça peut être par une taxation. J'imagine que j'espère qu'il y a tout le monde qui y réfléchit en disant comment on fait pour capturer une certaine valeur de ces machines-là pour qu'elles soient retournées au reste du monde. Parce que ces trucs-là, à mon avis, ne sont pas sortis de ma tête comme ça. Je ne suis pas sûr non plus à le penser. Donc, j'espère que ceux qui peuvent agir, ceux qui sont des agents de changement, ceux qui peuvent, à un niveau politique, prévoir plus que 5 ans à l'avance, parce que c'est comme
Mais le problème, c'est que ce n'est pas dans 50 ans, c'est de l'ordre du 20 ans. On parle de 3 mandats. On parle même, je vous en parle à vous parce que vous, vos enfants, vos élèves, ils vont dans 20 ans, quand ils vont sortir, ce qu'ils ont maintenant, c'est ça qui va les aider dans 20 ans, dans ce monde-là qui va être là. Donc, au fond, vous avez comme un mandat de 20 ans. J'ai l'impression que ces valeurs-là, vous les partagez, mais effectivement, c'est les autres qui ne le partagent pas, ou le système qui ne le partage pas, qui peut peut-être être, à mon avis, problématique. Je crois que vous êtes les meilleures personnes pour trouver la réponse. Il y avait une question dans le fond là-bas aussi. Oui, bonjour. Bonjour. Toujours en lien avec tout ce que vous avez dit, quelle suggestion vous ferez pour la formation des enseignants? Genre, qu'est-ce qui devrait être changé dans la formation de base, universitaire, mais également en formation continue? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Merci. Par rapport à ça, ça a peut-être d'ailleurs un peu négatif ce que j'ai pu dire avant, mais je vois, moi, beaucoup d'opportunités pour l'enseignement, parce que si on vit plus vieux, puis que quelque part, il faut apprendre constamment, moi, je suis convaincu que l'école ne va pas s'arrêter à 18 ans ou à 22 ans. C'est pour la vie qu'on va apprendre. Donc, je crois que pour les professeurs qui vont enseigner ces gens-là pour la vie, il va falloir, je crois, quelque part, qu'ils s'injectent de la techno dans les veines. Il va falloir qu'on le vive. Je ne crois pas qu'on peut faire des cours en utilisant les médias sociaux si nous-mêmes, on ne les utilise pas comme il faut, si nous-mêmes, on ne comprend pas la valeur d'un réseau, quand on le sculpte bien, comment ça peut nourrir. Donc, effectivement, je ne sais pas s'il existe un cursus commun pour tout le monde, mais c'est clair que quelque part, c'est d'être au courant de ce qui s'en vient, puis de déterminer, à mon avis, un peu avec ces roues-là, vous pouvez inventer vos propres roues, mais de déterminer que dans ces roues-là, qu'est-ce qui peut dominer, et c'est ça qu'il faut enseigner. Ensuite, comment on l'enseigne, donner un sens, j'imagine que c'est déjà là dans vos cours. Ça, je pense que c'est pour acquis. Mais sinon, le reste, c'est de s'injecter de la techno dans ses veines, puis de toucher et de l'essayer. Peut-être pas une réponse que vous souhaitez entendre, mais je pense que c'est sur le tas qu'on a tous appris. C'est comme ça qu'on va apprendre pour la prochaine génération. D'autres questions? Oui, ici. Go, Bonjour. Ah, OK. Bonjour. Aujourd'hui, en éducation, dans les écoles, on parle beaucoup de développer la créativité. On dit que la créativité, c'est une des principales compétences à développer pour contrer justement tous ces algorithmes-là qui vont prendre la place des métiers que l'on exerce actuellement. Et moi, je me pose la question devant justement la progression phénoménale des technologies. Est-ce que c'est vraiment la compétence qu'on doit développer, cette créativité-là, pour développer chez les élèves le pouvoir de garder le contrôle et de conserver cette humanité-là? Quand on pense, par exemple, à des mouvements comme le post-humanisme, on pense à l'eugénisme, tout ce que cette nouvelle technologie-là peut créer, s'en vient créer, il y a des grandes questions éthiques aussi derrière ça. Ouais, peut-être je ferai le lien avec l'autre question avant. Je crois que pour devenir un humaniste, il va falloir enseigner ce que c'est l'humain à partir de ce que la science, les neurosciences découvrent ces temps-ci. Il va falloir ce ne sera pas comme un cours spécialisé plus tard pour ceux qui veulent. On devrait peut-être apprendre dès le primaire ce que c'est un biais cognitif, ce que c'est la psychologie, pour comprendre que, effectivement, les sentiments qu'on a, on a tous un sentiment quand on découvre quelque chose, de dire « Ah, c'est la vérité parce que je l'ai découvert ». Ça marchait dans un monde de rareté avec des livres qui ont été validés. Maintenant, quand on a une surabondance de contenu, il va falloir qu'on apprenne à dire « Mon premier réflexe, tout à fait normal d'humain, que l'humanité a grandi dans la rareté », il va falloir qu'on dise « Tu as des biais cognitifs ». Il y en a une tralée de biais cognitifs. On devrait tous les sentir. Peut-être que c'est là que les professeurs pourraient aussi les savoir. Dans le cursus, on devrait même obliger de dire tout le monde doit apprendre ces biais-là, de savoir comment fonctionne le cerveau, puis les émotions et tout ça. Donc, se rebrancher sur ce qu'on sait être un humain. Avec ses faiblesses et ses forces. Parce que ça, le robot ne nous battra pas à ce niveau-là. Mais il faut connaître nos faiblesses. Si vous n'avez pas d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir à la pause ou n'importe quand durant la journée. Alors, je vous remercie beaucoup, puis bonne fin de journée.